Les réactions motrices, qu'il s'agisse de la motricité réflexe ou de la motricité volontaire, sont déclenchées par l'arrivée d'un flux nerveux aux effecteurs moteurs que sont les muscles. Découvrons maintenant la structure des muscles squelettiques dits aussi striés et donc son unité structurelle et fonctionnelle. Le muscle squelettique strié, comme vous voyez, est revêtu d'un tissu conjonctif dense, l'épimysium. L'épimysium pénètre dans le muscle et le cloisonne en faisceaux. Ces cloisons sont richement vascularisées et innervées. Les faisceaux sont constitués de cellules allongées, les fibres musculaires. Chaque fibre musculaire présente de nombreux noyaux répartis à la périphérie de la cellule. La cellule musculaire, fibre musculaire, constitue l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle. Le fibre musculaire est constitué à son tour de myofibrilles. Conclusion: le muscle est constitué de cellules de forme allongée possédant plusieurs noyaux, plurinucléés, appelés fibres musculaires. Ces fibres sont regroupées en faisceaux séparés par un tissu conjonctif qui contient des vaisseaux sanguins et des nerfs. La cellule musculaire, fibre musculaire, constitue l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle. Comme nous le savons, l'arrivée de l'influx nerveux à travers le motoneurone jusqu'au muscle entraîne la contraction de ce dernier. On peut donc se demander quelle est la relation entre le motoneurone et le muscle? Et comment se contracte le muscle? En ce qui concerne la relation entre le motoneurone et le muscle, le schéma montre qu'il existe une zone de contact entre le motoneurone et le muscle. Plus précisément, entre l'extrémité de l'axone de motoneurone et la fibre musculaire. Cette zone constitue une synapse spécialisée appelée jonction neuromusculaire ou plaque motrice. Le résumé: chacun des contacts étroits entre une terminaison axonale et une fibre musculaire est une synapse spécialisée appelée jonction neuromusculaire ou plaque motrice. Un même motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires constituant une structure nommée unité motrice. Comment se contractent les muscles squelettiques? Comme montre le schéma, le synapse neuromusculaire est constitué de l'extrémité de l'axone du motoneurone, d'une fente synaptique, d'une cellule musculaire, la fibre musculaire. La contraction musculaire se fait selon les étapes suivantes. Il y a d'abord l'arrivée d'un flux nerveux à l'extrémité de l'axone du motoneurone. Puis l'acétylcholine, médiateur chimique, est libéré et se lie aux récepteurs présents sur la membrane de la fibre musculaire. Et quand les fibres musculaires reçoivent l'influx nerveux, ils vont se raccourcir, provoquant ainsi la contraction musculaire. Résumé: lorsque l'influx nerveux atteint la plaque motrice, l'acétylcholine, neurotransmetteur, est libéré, qui se fixe à des récepteurs spéciaux dans la membrane cytoplasmique des fibres musculaires, provoquant leur contraction et donc la contraction des muscles. Pour pouvoir se contracter et donc fonctionner, les muscles ont besoin d'énergie. On peut donc s'interroger sur l'origine d'énergie des muscles squelettiques. Les muscles,
ainsi que d'autres organes du corps, produisent leur énergie par réaction chimique. Cette réaction est très semblable aux réactions de combustion, par exemple sur un moteur automobile. Dans un moteur, le dioxygène permet la combustion de l'essence qui fabrique l'énergie du moteur ainsi que la chaleur. Dans les muscles, le dioxygène réagit avec le glucose pour former de l'énergie, de la chaleur, celle qui est observée pendant un effort physique, du CO2 et d'autres déchets, comme l'urée. Les cellules trouvent les nutriments et le dioxygène et rejettent leurs déchets dans le sang. On peut conclure que l'énergie nécessaire à la contraction musculaire provient de l'oxydation des nutriments comme le glucose par le dioxygène, c'est la respiration cellulaire. Résumé. Le muscle consomme le dioxygène et le glucose, et rejette de dioxyde de carbone d'autres déchets. Ces échanges sont indispensables pour que les cellules réalisent la respiration cellulaire et ainsi produisent de l'énergie. Dans un effort, les organes ont besoin de plus d'énergie et par conséquent plus de dioxygène et d'éléments nutritifs. On peut maintenant résoudre le problème. La libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique de la jonction neuromusculaire et sa fixation spécifique sur les récepteurs déclenchent au niveau de la membrane de la cellule musculaire la formation d'un flux nerveux qui entraîne à son tour la contraction du muscle. Or le curare présente une structure semblable à celle de l'acétylcholine. Cette ressemblance partielle permet au curare de se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine. Une fois fixé sur le récepteur, le curare empêche la fixation de l'acétylcholine. Ainsi, même lorsque l'acétylcholine sera libérée dans la fente synaptique, elle ne pourra déclencher la contraction musculaire. On peut conclure que le curare bloque l'effet de l'acétylcholine entraînant la paralysie des muscles. Le résumé. La fixation du curare sur les récepteurs de l'acétylcholine empêche la formation de l'influx nerveux au niveau des cellules musculaires. Le curare est une substance toxique qui bloque l'action de l'acétylcholine, ce qui entraîne une paralysie musculaire.